Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Crypto Hebdo. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Alors aujourd'hui, on est le mardi 6 mai, il est 9h30 heure de Montréal. Donc je m'excuse, hier, j'ai pas eu la chance d'enregistrer cette vidéo, donc on fait ça aujourd'hui. Et comme d'habitude, on commence sans plus de blabla en analysant Bitcoin contre le dollar américain en weekly. Alors on voit qu'on est sur un début de semaine qui est plutôt rouge, hein, à part XMR là, qui est légèrement dans le vert ce matin. On a un Bitcoin qui est quand même à 93 700 $. Donc jusqu'ici tout va bien et on voit qu'on a une clôture bon, dans le vert la semaine dernière, mais vraiment plus finalement une stabilisation du prix qu'autre chose. On est allé chercher presque 5% et on a clôturé finalement avec 1,5%. Alors on reste au-dessus de la moyenne mobile 20 weekly. Donc là on est vraiment sur la zone, hein, on le voit ici, on pourrait tracer cette ligne ici, c'est un prix qui a été fortement travaillé dans toute cette période de range dans lequel on est rentré à partir, on va dire, de mi-novembre 2024. Donc ça commence à faire quand même plusieurs mois. Le mois de mai, vous le savez, on dit toujours le bon vieil adage sell in May and go away. Donc on est en mesure de se demander, est-ce que ce mois de mai, finalement, va respecter cette règle de saisonnalité et on aura un sell-off sur le marché, ou est-ce que la correction qu'on a eue, hein, puisque le premier quarter là, de l'année, ça a été vraiment très mauvais, hein, même par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir sur la saisonnalité. Les marchés traditionnels aussi, SP500 et autres, on ira les voir juste après, vous le savez, ont fortement corrigé à cause des politiques de tarifs de Trump. Donc, ayant eu cette grosse baisse sur le marché, comme ça, spontanément, j'ai tendance à dire qu'il n'y aura pas nécessairement, à mon avis, de grosses ventes en mai. Bon, après, je peux me tromper, on va suivre ça, hein, c'est l'objectif de faire des vidéos de façon hebdomadaire parce que forcément les choses évoluent et ça permet tout simplement de monitorer un petit peu le prix, comment les investisseurs se positionnent sur le marché. Mais à titre personnel, je garde un biais plutôt favorable sur le mois de mai. Généralement d'ailleurs, si on parle de saisonnalité, Ethereum a un très beau mois de mai. Je vais essayer de vous retrouver d'ailleurs les statistiques en question. Voilà, donc je vous ai retrouvé les statistiques. On voit ici la performance par quarter, hein, du Bitcoin. Donc on voit qu'on a eu un Q1 pour l'instant qui a été assez mauvais, hein, moins 11,82%. Et si on regarde Ethereum, le même Q1, on est à moins 45%. Donc vous voyez, cette baisse, elle est à l'image de ce qu'on a eu sur presque l'ensemble des altcoins, hein, à quelques exceptions près. Et si on regarde historiquement, en fait, le Q1 de Bitcoin, normalement, on était plutôt vert, hein, avec un average à 51%. Donc le médian est négatif forcément parce qu'on a des gros écarts. Donc vous pouvez avoir des Q1 qui ont été extrêmement forts, hein. Par exemple 2023, on avait eu plus 71%, 2024 plus 68%, plus 100% en 2021. Donc vous voyez, généralement le Q1, c'était un quarter qui est assez positif. Bon, je ne parle pas de 2013 bien sûr. Maintenant, vous avez eu aussi des Q1 par le passé qui n'étaient pas aussi bons. On pense à 2018 par exemple, mais là on était rentré en bear market. Donc c'est la question qu'on s'était posée la semaine dernière, hein. D'ailleurs, je vous renvoie à cette vidéo. Est-ce qu'on est en bear market? La réponse courte pour moi, c'est que non. Pour l'instant, il y a encore trop d'éléments qui me font dire qu'on n'est pas en bear market. D'abord parce qu'on n'a eu aucun signe de surchauffe sur Bitcoin si on regarde un certain nombre d'indicateurs. Donc là, je vous renvoie à la vidéo si vous voulez le détail. On a graphiquement pour l'instant un Bitcoin qui tient la route. On a des tendances de high time frame qui ont été respectées. Et au niveau de la saisonnalité, on est encore bon. Là, on est vraiment dans l'année où on devrait arriver à la fin du cycle, mais au Q1, ça aurait été quand même, ça aurait été très tôt en fait, plus tôt que ce qu'on n'a jamais connu sur les cyclicités de Bitcoin. Voilà, donc on garde ce biais plutôt positif, qu'on est encore dans un cycle. Donc Q1 a été négatif. Q2, pour l'instant, ça se passe plutôt bien. On est sur un average à plus 25,89% normalement. Mais si on regarde Ethereum, c'est là que ça commence à devenir intéressant. Généralement, Q2, à quelques exceptions près, on a un Ethereum qui performe bien. Et si on a un Ethereum qui performe bien pendant ce Q2, on fera la clôture mensuelle juste après d'ailleurs, hein, eh bien, ça veut dire qu'on pourrait avoir la all season qu'on attendait. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer ici au niveau des statistiques. On retombe sur les graphiques et justement, on va regarder cette clôture mensuelle, hein, puisqu'on est le 6 mai. C'est-à-dire que la semaine dernière, je crois que la clôture n'était pas tout à fait terminée. Voilà, donc on a eu une clôture mensuelle qui est absolument magnifique, hein, sur Bitcoin, avec un point bas qui a été trouvé à 74 434 $ et on termine le mois avec une hausse de 14,11%. Donc le mois d'avril, finalement, eh bien, on a sauvé les meubles,
on a réintégré ce range. Alors j'aurais aimé voir une clôture au-dessus des 95 000 parce que là, je pense on aurait pu plus rapidement aller chercher le haut de ce range et éventuellement un nouvel ATH. Mais c'est une très belle bougie, un peu de l'ordre de ce qu'on avait eu, on va dire, bon, un peu ici finalement. Maintenant, il faut que cette tendance, elle continue. Il faut que le mois de mai soit vert. Et si on est capable de clôturer au-dessus des 100 000 au mois de mai, bah pour moi, on partira, on aura quelque chose d'intéressant. Alors il se peut quand même, cet été, vous le savez, pour des raisons de liquidité, il y a tout simplement moins de liquidité sur les marchés. Ça se peut très bien aussi, si on a un fort mouvement en mai, que le prix stabilise pendant plusieurs mois avant de repartir, peut-être en septembre ou en octobre pour, le bouquet final de, ce cycle-là. Voilà, donc ça, encore une fois, il est trop tôt pour le dire, on verra. Sur Ethereum, du coup, eh bien, on a cette bougie, mensuelle, hein, là aussi, qui a, bah, sauvé les meubles littéralement parce que comme je vous le dis, déjà depuis plusieurs semaines, Ethereum est en mauvaise posture. On est venu chercher ce support important, mensuel, hein, on peut le dire, c'est le support finalement qui avait servi d'appui en septembre 2023 pour ensuite aller bah, remonter vers les ATH. Alors on n'a pas fait de nouvelles ATH sur Ethereum pour l'instant, mais on avait eu quand même un beau mouvement haussier sur Ethereum. Et là, eh bien, on a eu une bougie mensuelle aussi très intéressante. Alors là, on voit que le prix veut redescendre. Il se peut très bien qu'on vienne combler une partie de cette mèche-là. Peut-être même qu'on reviendra prendre appui ici. Mais en tout cas, c'est des premiers signes positifs qu'on voit sur Ethereum. Et ça fait plutôt plaisir. Solana, de son côté, très belle bougie aussi, hein. Depuis le début du cycle, finalement, Solana a une performance qui est assez impressionnante. Alors là, il s'était quand même fait chahuter là en début d'année, surtout février-mars, ça avait été un peu compliqué. Mais de façon générale, il suit bien ce que Bitcoin fait, avec un peu plus de volatilité forcément parce que Solana est moins capitalisé. Mais pour l'instant, on reste sur quelque chose de très intéressant. On va aller voir les indices rapidement. Alors vous allez voir, SP500, c'est pareil, bougie de l'espace. Franchement, je vous laisse reculer, analyser les différents. Bon, là, ça va pas si loin que ça, mon historique, puisqu'on va seulement à 2018. Mais c'est le genre de bougie qui est assez rare sur le marché. Cette bougie-là, bah, c'est tout simplement l'effet Trump. Donc vous voyez, grosse peur sur le marché. Et finalement, bah, la pause sur les tarifs et un petit peu les bonnes nouvelles qui ont commencé à arriver, la peur qui s'est un petit peu dissipée, eh bien, ça a permis au prix de remonter et on a finalement clôturé au même niveau qu'on avait commencé donc ce mois d'avril. Alors imaginez toutes les personnes qui ont vendu ici en panique. En ce moment, eh bien, ils sont un peu inquiets. Donc là, on arrive à un point où certaines personnes, du coup, sont sorties du marché dans la panique ici. Ils attendent peut-être que le prix rebaisse pour rentrer. Donc à ce moment-là, eh bien, si on veut affliger un maximum de peine à ces gens-là, eh bien, si le marché repart, en fait, ça va accentuer, à mon avis, cet effet de V-bottom. Ça veut dire que tous les gens qui ne sont pas re-rentrés pourraient se dire, bah mince, finalement, le point bas a été touché, le train repart sans moi, donc je re-rentre, rentrer plus haut et vraiment propulser le prix sur des ATH. Donc ça, c'est à voir. Après, si le prix redescend, bah, justement, à quel niveau est-ce que les investisseurs vont dire, bon, bah, à partir de là, moi, je re-rentre. Est-ce que c'est ce niveau-là? On voit que c'est un niveau important, les 5260 à peu près. Donc c'est ce qu'on va suivre là aussi, semaine après semaine. Nasdaq, pareil, bougie de l'espace. On a d'ailleurs commencé le mois avec un gap. Donc je pense qu'on va venir combler ce petit gap ici. Donc à mon avis, on va redescendre un petit peu, mais très positif, ce qui veut dire que les valeurs tech ont bien récupéré. Je crois qu'il y a Microsoft qui a très bien récupéré, Tesla une partie. Voilà, il y a pas mal. Apple, je crois que c'est un peu plus mitigé, mais malgré tout, Apple a bien rebondi. Donc au niveau macro, ce qu'on peut dire, c'est que le pire a été évité. Le mois d'avril a été très très compliqué, mais cette clôture mensuelle me fait dire que ça se stabilise sur le marché. Alors est-ce qu'on part en V-bottom ou est-ce que le prix range pendant plusieurs mois pour digérer toute cette folie de Trump? C'est tout à fait possible, mais en tout cas c'est ce que nous on veut voir pour espérer voir un Bitcoin performer. Et puis, j'ose le dire, une all season, mais c'est ce que vous voulez voir, un SP500 qui monte ou qui stabilise, et puis en fonction, un Bitcoin également qui propose une belle disposition graphique, ce qui est le cas pour l'instant. On va voir maintenant au niveau bon, du gold. Alors le gold continue, vous voyez, quelle clôture mensuelle incroyable. En weekly, on le voit là, il est en train de repartir. Donc on a eu un petit appui sur ce canal que je vous avais tracé. Donc vous voyez ici, on n'a pas réintégré. Là, on repart tout de suite dans les starting blocks. Donc pour moi, ça confirme en tout cas cette hypothèse qu'on part en hyper climax run. Vous le voyez, les moyennes mobiles commencent à avoir
une pente de plus en plus accentuée. La moyenne mobile 20 reste bien au-dessus de la moyenne mobile 50 et ça depuis à peu près ce croisement ici en mars 2023. Donc ça commence à faire là aussi 2 ans que c'est le cas. Moyenne mobile 200 est ici également, le nuage Kumo. Donc pour l'instant, je pense que l'or, ça va continuer de s'accélérer. Et ça, je vous en ai parlé, mais quand on part en hyperclimax run, hein, c'est le terme pour ce genre de configuration graphique, eh bien forcément, il va y avoir un attrait dans les médias, on va en parler énormément. Et ce qu'on aimerait voir, nous en tout cas, si je me positionne pour les crypto bros ici présents sur la chaîne, eh bien on voudrait voir éventuellement une partie de la liquidité sur l'or aller vers Bitcoin, puisque vraisemblablement les gens qui ont surfé ce trade-là, ben, à un moment donné, ils vont vouloir rééquilibrer un peu leur portefeuille, récupérer des profits de leur poche or pour la réinvestir. Et si le marché, encore une fois, présente des belles configurations, eh bien, on pourrait espérer voir une partie de cette liquidité aller sur Bitcoin. L'indice du dollar américain, bon pour l'instant on est toujours sous les niveaux 100. Donc là on voit que le prix a l'air de vouloir un petit peu remonter, peut-être venir rechercher un petit peu ce support finalement qui a cassé, qui maintenant devrait a priori agir comme résistance. On peut très bien voir aussi un indice qui stabilise suite à une baisse quand même violente. Donc pour l'instant, l'euro reprend de la force par rapport au dollar américain. Et encore une fois, ça c'est quelque chose de plutôt positif parce que quand l'indice d'une monnaie fiat baisse, eh bien, ça veut tout simplement dire que les investisseurs vont vouloir privilégier plutôt d'être investis dans des actifs plutôt que rester en cash. Donc là encore, c'est des informations qui viennent appuyer notre thèse d'une reprise en tout cas du cycle haussier sur Bitcoin. Au niveau de la dominance, eh bien, on est sur des plus hauts qu'on n'avait pas atteints depuis 2021. Donc ouais, là on voit que la dominance a un peu de mal à monter, on commence à caler là sur les 65%, mais en tout cas au niveau graphique et au niveau chartiste, j'ai aucun signe de retournement. Donc pour l'instant, on reste là-dessus, c'est-à-dire que Bitcoin continue de surperformer sur la plupart des altcoins, à quelques exceptions près là encore. Mais pour un investisseur qui veut éviter de timer justement les narratives, ce qui a été extrêmement difficile à faire d'ailleurs sur ce cycle parce que tout va beaucoup plus vite, donc c'est un peu compliqué, c'est au petit bonheur la chance. Donc ou vous avez un portefeuille où vous exposez sur plein de narratives, en tout cas les narratives leaders, donc intelligence artificielle, meme coin, etc. Et à ce moment-là, bah, vous avez toujours une partie de votre portefeuille qui va surperformer, donc la moyenne fait que vous aurez peut-être quelque chose d'intéressant. Mais globalement, la plupart des investisseurs ont intérêt à rester en Bitcoin tant qu'on voit une dominance comme ça. Et si on commence à avoir vraiment un signe de retournement, à ce moment-là, ce sera intéressant de se positionner en altcoin. Alors au niveau des altcoins, il ne s'est pas passé grand-chose. Si on a vu IMX qui a bien performé. Alors on a quand même fini la semaine en rouge, mais si vous allez en journalier, on voit qu'il commence à se passer des choses sur IMX, donc ça c'est intéressant. On va voir, là on commence à recorriger, mais depuis le mardi 22 avril, donc j'avais manqué ce petit pump là, là on voit quelque chose qui est en train de se passer, et éventuellement, en tout cas si on croit encore à la narrative gaming, il y a peut-être voilà, il y a peut-être quelque chose ici à surveiller, donc je vous le partage. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On va retourner en weekly. Donc ça a été pas mal une correction finalement sur presque tout le marché. Turbo, je crois, a bien performé. Ouais, Turbo a bien performé après cette grosse bougie. Donc là, c'est quand tous les meme coins avaient explosé. Alors on a Virtual, hein, je pense que c'est à peu près une des seules altcoins qui a fini de façon très intéressante, hein, avec 53% dans le vert. Donc vous le savez, Virtual, c'est tout ce qui touche aux agents AI. Et il y a AXBT aussi qui a bien performé, alors un petit peu moins, on est à 27%. Mais si on va voir en journalier, on a quelque chose d'intéressant, je trouve, là aussi sur AXBT. Donc personnellement, j'ai pris une position dessus. On va voir, là, il corrige un peu, il a l'air de s'appuyer sur ce support. On voit qu'on a aussi le Kumo qui est à la rescousse, la moyenne mobile 50 journalière qui est en dessous, moyenne mobile 20. Donc là, on voit qu'on a une belle montée ici. Les volumes aussi commencent à devenir intéressants. Puis si on va voir en weekly, c'est vraiment, là je vais même enlever le logarithme, vous allez le voir tout de suite. Donc vous voyez ce genre de stabilisation pendant plusieurs semaines, on reste sur un prix
qui est presque le même. Donc ça veut dire que là, il y a un épuisement du marché, les vendeurs ne sont plus là tout simplement. Là, c'est le petit mouvement de capitulation et ensuite, eh bien, on repart et c'est cette bougie-là qui a vraiment donné le top départ avec une clôture au-dessus justement de cette zone d'accumulation, hein. Là, c'est exactement ce qui se passait. Les Waze commençaient à accumuler et ensuite, bah, ça a été validé par une deuxième semaine verte en clôturant au-dessus, là encore, de cette zone. Donc là, on pourrait très bien avoir une petite retrace, mais si on prend du recul, les agents IA ont eu une baisse vraiment importante, hein. Même là, on parle de moins 83%. On est descendu pour la plupart d'entre eux à plus que moins 90%. Donc le marché était épuisé, il n'y avait plus de vendeurs. Et typiquement, c'est sur ce genre de projet qu'on peut avoir des beaux pumps. On est là à XBT sur un projet qui est assez peu capitalisé. Je crois qu'on est autour de 150 millions de cap, avec un virtual qui a plusieurs milliards. AXBT étant un peu le meme coin de virtuals, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et voilà, donc c'est pour ça que je me suis exposé. Virtual, c'est encore plus joli, je trouve. Cette bougie-là a vraiment donné le top départ. Et là, c'est parti. Alors après, attention, Agent IA, je ne sais pas si c'est une narrative qui va vraiment durer. Ça a l'air d'être quelque chose d'un peu plus épisodique. Mais juste avant le décrochage du marché, bah, c'était la dernière narrative, hein, qui avait été en tendance. On avait eu une performance hallucinante. Donc voilà, vu que tout le marché est en train de se reprendre tranquillement, pas vite, bah, j'ai un petit peu misé là-dessus. Fartcoin finalement qui est un peu aussi dans cet esprit meme coin, intelligence artificielle. Fartcoin a l'idée, la jambe haussière qu'on est en train de vivre. Ce qu'on a vu également sur Turbo, pareil. Turbo, je crois que de mémoire, c'est un des premiers meme coins qui avait été créé par une intelligence artificielle ou quelque chose comme ça. i16Z, même chose, alors là, le prix est extrêmement écrasé. i16Z a l'air de moins monter là que AXBT, c'est pour ça que je me suis positionné dessus. Mais c'est un peu finalement un investissement proxy par rapport à Virtual qui est déjà bien parti. Donc je prends un peu l'information que Virtual me donne et je cherche une autre crypto qui va avoir une configuration graphique intéressante. Au niveau des autres meme coins, on avait parlé de Brett de mémoire, de Bonk également et de WIF. On va revenir sur WIF parce que j'avais pris un trade. Donc vous le voyez ici, le marché est en train de corriger, donc on pourrait revenir chercher cette zone-là. Donc pour ceux qui n'ont pas FOMO et qui croient que le cycle n'est pas terminé et qui croient que les mimes peuvent continuer de bien performer, eh bien ce genre de bougies, quand elles se font un petit peu ravaler, eh bien ça présente vraiment une opportunité intéressante pour rentrer. Donc là, je pense que sur Bonk et sur Brett, on va avoir une deuxième chance. Là encore, comme je vous dis, c'est important d'avoir votre propre thèse d'investissement, vos propres croyances. Moi, je ne donne pas de conseils en investissement, je vous partage simplement ce que je fais sur le marché et vous allez voir que je ne gagne pas à tous les coups. Par exemple, WIF, donc je vous l'avais dit la semaine dernière, pour moi, il y avait quelque chose à prendre au niveau de la configuration graphique. Et on voit qu'en fait, eh bien, le stop loss a été touché. Pourtant, j'avais pris un stop loss beaucoup plus large. Donc pour moi, cette position, elle a été clôturée. Donc à partir de là, il faut attendre un nouveau signal qui nous montrerait finalement que on a une deuxième chance, le prix se ressaisit, c'était de la volatilité, parce que ça va arriver, et à ce moment-là, reprendre une position. Et c'est la raison pour laquelle vous vous exposez sur des trades avec des risk-reward en votre faveur. Parce que de cette façon, vous vous rappelez, on était là sur un risk-reward de 10. Pour ceux qui n'avaient pas suivi, globalement, j'étais allé chercher un retour sur résistance importante, majeure en weekly. Et puis là, on avait eu un signal pareil en weekly. Donc là, vous avez un stop loss finalement d'une unité et vous allez chercher, si le trade fonctionne, 10 unités. Ça veut dire que vous pouvez finalement vous tromper 9 fois. Si la 10e position est bonne, eh bien vous ne perdez pas d'argent, vous êtes à break-even. Donc là, pour se tromper 9 fois de suite, là, il faut commencer à le faire. Donc toute l'idée du trading, c'est ça, c'est d'avoir une stratégie qui peut être basée par exemple sur une configuration graphique qui statistiquement donne de bonnes chances de réussir. Donc si vous avez un peu plus qu'une chance sur deux de réussir, ensuite vous respectez vraiment tout le temps cette stratégie. Vous prenez un money management qui est raisonnable, c'est-à-dire que vous ne risquez pas tout votre capital sur une position, parce que comme le marché nous le rappelle, eh bien, même si la configuration elle est magnifique, il peut très bien y avoir quelque chose qui fait que le prix baisse et que votre stop loss sera touché, ce qui a été le cas ici. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais faire all-in sur une position, parce que là vous pouvez complètement vous faire sortir. C'est la même raison pour laquelle je vous dis toujours attention à l'effet de levier, parce que vous prenez justement cette chance de vous faire sortir par les market makers.
Et ensuite, vous cherchez toujours des positions qui vous donnent un risk-reward intéressant. Et de cette façon, même si vous perdez plusieurs fois de suite, eh bien, la moyenne de vos positions sur 100 trades, c'est vraiment cette vision qu'il faut avoir sur 100 trades, eh bien, vous dégagerez euh, une performance, donc une espérance de gain qui sera positive. Allez, pour finir cette vidéo, il n'y a pas eu plus de news que ça cette semaine. Je vous ai quand même trouvé deux posts que j'ai trouvé intéressants. Le premier, c'est un post de game. Vous savez, j'en ai parlé plusieurs fois sur cette chaîne. C'est un compte que j'aime bien suivre, qui partage beaucoup d'insights par rapport au trading, des réflexions, des bonnes pratiques. Et là, ce qu'il partage, j'ai trouvé très intéressant, c'est ce rappel finalement d'une technique qui est très simple et qui pourtant est un peu sous-estimée de la part des investisseurs et des traders, c'est tout simplement le scaling. Donc il explique que ce que vous devez faire, c'est jamais rentrer all-in sur une position, mais plutôt de rentrer progressivement. Et de la même façon, quand vous sortez du marché, c'est intéressant de sortir progressivement. Donc c'est ce qu'on appelle le scaling in et le scaling out. Et il explique pourquoi c'est une bonne idée. Donc typiquement, quand vous avez un premier départ, finalement, des fois vous avez une bougie, surtout en crypto, ça peut partir très vite. À ce moment-là, vous êtes tenté de rentrer un peu dans le FOMO. Et si vous rentrez avec une position complète et que le prix corrige, c'est exactement ce qu'on a vu par exemple sur certains meme coins, et bien à ce moment-là, votre trade commence tout de suite dans le rouge. Donc lui, ce qu'il explique, c'est que ça peut être intéressant de rentrer en plusieurs fois. Vous pouvez commencer à prendre une première ligne. De cette façon, si le prix part directement, comme ce qu'on a déjà vu là aussi sur par exemple Fartcoin, Popcat, qui il y a plusieurs semaines sont partis en ligne droite quasiment sans avoir de gros pullback, eh bien au moins vous êtes déjà en position et vous êtes rentré tout de suite selon votre stratégie. Et ensuite, si vous avez une correction et qu'on revient sur des niveaux cohérents, sans dire qu'on voit quelque chose qui graphiquement va invalider la thèse de ce trade-là, eh bien ça vous permet de finalement compléter votre position, mais en rentrant sur des prix plus intéressants et donc du coup de moyenner à la baisse votre prix d'entrée. Donc je précise par contre que c'est important que vous ne rentrez pas si graphiquement la charte vous montre que la position, la thèse initiale en tout cas de votre position n'est plus valable. À ce moment-là, il faut tout simplement sortir, ne pas re-rentrer, éviter de renforcer des pertes. Mais la bonne nouvelle là aussi, c'est que comme vous n'êtes pas rentré d'un coup avec une position pleine, eh bien vous limitez la perte que vous auriez eue autrement. Et le scaling out, c'est un peu la même chose, c'est que quand vous avez un trade qui est profitable, souvent on va avoir tendance à laisser traîner un petit peu le trade, des fois un peu trop. Moi, c'est un peu mon problème. J'ai tendance à avoir de la misère à prendre des gains parce que, surtout qu'on était tôt dans le cycle, moi depuis le début, je me disais, bon, il faut être agressif, il faut être risqué à ce moment-là du cycle parce que c'est payant. Et puis, quand je sais qu'on arrive vers la fin, quand on commence à avoir des indicateurs de surchauffe partout, à ce moment-là, être plus conservateur et prendre des gains davantage. Mais effectivement, la technique de scaler out est intéressante parce que ça vous permet de sécuriser votre position tranquillement tout en surfant le plus longtemps possible le trade qui se développe sous vos yeux. Et donc ça, c'est aussi un bon rappel, une bonne pratique à mettre en place puisque en moyenne, finalement, vous aurez une meilleure espérance de gain. Donc c'est ce qu'il explique ici parce que à chaque fois, vous aurez un peu limité vos pertes, puis vous aurez un petit peu étiré vos gains et la moyenne de tout ça sur 100 trades, sur 1000 trades, va faire de vous tout simplement un meilleur trader avec de meilleures performances. Et puis pour finir, je me devais de rendre hommage à Warren Buffett, puisqu'il a annoncé là, lors de sa dernière rencontre avec ses actionnaires qu'il allait démissionner, qu'il allait arrêter à la fin de l'année d'exercer. Donc c'est vraiment impressionnant, il a un track record, vous le savez, qui est remarquable. Donc en fait, c'est le CEO qui a exercé le plus longtemps si on considère toutes les sociétés du SP500. Donc pendant 55 ans, il a été le gérant de Berkshire Hathaway. Et jusqu'au bout, il a été exemplaire, même dans la façon dont il l'a annoncé, dont la passation s'est faite pour éviter justement que les actionnaires paniquent et vendent Berkshire Hathaway. Ça a vraiment été géré d'une main de maître. Et puis, à titre personnel, moi, Warren Buffett, c'est quelqu'un qui m'a énormément influencé aussi quand j'ai commencé à m'intéresser à l'investissement. Il faut savoir que c'est quelqu'un qui était très pédagogique, il a enseigné plusieurs fois aussi dans des universités, il a fait des conférences importantes que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et il y a énormément de sagesse que vous pouvez extraire de ses discours, donc que ce soit typiquement dans ces assemblées-là qu'il a mené une fois par année, et c'était quelque chose, un événement et c'était un événement qui était très regardé dans le milieu parce que Warren Buffett, il donnait un petit peu l'heure juste finalement sur le marché.
Il était là pour nous rappeler quand, on était dans des phases d'euphorie, que le marché était surévalué, comme quand il a vendu Apple, par exemple, sur, le dernier top. Et puis, il était là aussi pour nous rappeler dans les moments plus difficiles, que c'était des bons moments pour, racheter, pour ne pas prendre panique. Donc il y a plein de choses qu'on dit en finance qui, en fait, viennent de lui. Donc pour moi, c'est le vrai GOAT de l'investissement. Félicitations à lui, il mérite de profiter de sa retraite et je lui souhaite encore de belles années devant lui pour qu'il ait la chance d'en profiter. Et si vous voulez en apprendre plus sur ce parcours, il y a cette biographie que j'avais lue, je me rappelle c'était pendant la pandémie. C'est un gros pavé, je vous préviens tout de suite, je crois qu'il y a 900 pages. Par contre, voilà, c'est une biographie, plus ou moins officielle parce que Warren Buffett l'a approuvée et ça parle de toute sa vie depuis le début, quand il avait 13 ans. Je crois qu'au début, il avait commencé, de mémoire avec les, courses de chevaux. Après un petit peu tout son parcours d'investisseur, les mentors qu'il a rencontrés sur son chemin, on pense à Benjamin Graham qui a eu, une très, très grande influence sur lui et on voit au travers, finalement des chapitres, quel investisseur il est devenu. J'avais trouvé que c'était une lecture très intéressante et je crois qu'il y a un autre livre qui vaut la peine. Voilà, c'est celui-là. Alors lui, je ne l'ai pas lu encore, mais je l'ai ajouté à ma liste. Donc c'est les essais de Warren Buffett et globalement, en fait, c'est que chaque année, il écrivait une lettre à ses actionnaires et c'était une lettre, comme je vous disais, qui était extrêmement regardée, dans lequel il y avait beaucoup de sagesse et en fait, c'est une compilation un peu des lettres qu'il a écrites au travers des années. Donc ça vous permet de vous replonger un petit peu, dans le marché, dans ce qui se passait à l'époque et comment lui surtout, eh bien, il ajustait sa stratégie, par rapport à ça. Donc lui, je l'ajoute à ma liste. Je vous le recommande également. Allez, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire. Ça aide au niveau de l'algorithme. Et puis, soyez prudents sur les marchés. Je pense que cette semaine, on risque de stabiliser encore un petit peu. C'est pas la peine de rentrer en position dans tous les sens. Laissez les choses se faire tranquillement. On a besoin encore d'un peu plus de conviction là pour dire qu'on a un marché qui repart. Par contre, je pense que quand il va repartir, ça pourrait repartir assez vite. Donc, ça va être intéressant à suivre. Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve lundi prochain pour une autre vidéo. Salut tout le monde.